Ce dimanche 1er janvier, premier grand jury de l'année 2017, Mamoudou Ibra Kane reçoit Abdourahmane Diouf, le porte-parole du parti politique Rewmi d'Idrissa Seck. Beaucoup de questions, le discours à la nation du chef de l'État, les annonces, l'électricité, le terre, le pétrole, le gaz, la politique, les coalitions de l'opposition, les législatives de juillet 2017 et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission via les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Abdourahmane Diouf, porte-parole de Rewmi face à Mamoudou Ibra Kane, le grand jury, dimanche, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le fait que cette première émission de l'année tombe le premier jour de l'an est peut-être bon signe. En tout cas, ravi de vous retrouver. Bonne et heureuse année à vous toutes et à vous tous. Abdourahmane Diouf, bonne et heureuse année. Bonjour Mamoudou Ibra Kane, bonne et heureuse année à vous, à toute l'équipe du groupe Futur Média et bonne et heureuse année aussi à l'ensemble des Sénégalais. Abdourahmane Diouf, porte-parole de Rewmi, parti dirigé par l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Nous allons commencer par votre silence et votre absence qui sont largement commentés sur la page Facebook de cette émission. Et c'est une question de Babacar Fall 2 qui va introduire cette émission. Sur le plan de son parti, on a senti un certain retrait. On ne le voit quasiment nulle part et les récents événements auxquels il n'a pas pris position en sont une illustration. Je voudrais savoir la raison de ce retrait. A-t-il pris en compte l'opinion qui lui reproche, lui, grand intellectuel, de cheminer avec quelqu'un qui, selon certains, ne deviendra jamais président? Vous répondez quoi? Il y a beaucoup de choses dans l'interpellation de M. Babacar Fall. Je commencerai juste par préciser que c'est un retrait qui s'explique. C'est même pas un retrait, ce sont des exigences de mon métier qui ont fait que pendant une année, j'ai dû être absent du territoire national. Moi, je l'ai toujours dit, je n'ai pas la vocation de faire de la politique une profession. Je ne suis pas un politicien professionnel. J'ai à cœur de servir mon pays. C'est pour ça que je me suis engagé dans la politique. Mais j'ai quand même un métier, j'ai du travail. Et à chaque fois que mon travail m'appelle dans une région particulière du monde, je cours vers les contrats pour pouvoir nourrir correctement ma famille. Donc, j'ai été absent pendant une année pour des raisons professionnelles et pour des raisons familiale. Cela n'a eu aucun impact sur mon engagement politique, je pense l'avoir déjà dit ici. Je suis toujours militant du parti Rewmi, je suis toujours le porte-parole de ce parti. Mes convictions là sont là, elles sont intactes, mais je ferai de la politique dans la mesure où mes exigences professionnelles me le permettront. J'ai toujours dit que c'est en cela que nous pourrons apporter une valeur ajoutée. Et vous croyez toujours au grand soir, comme on dit, avec Rewmi, avec Idrissa Seck? Nous y croyons et nous y travaillons. Bon, on reviendra tout à l'heure sur le discours du président de la République, mais normalement, en faisant cette première émission du grand jury le 1er janvier 2007, on était en principe à 6-7 semaines de l'élection présidentielle, s'il n'y avait pas eu tout ce qu'il y a eu durant l'année 2016 avec le reniement du président de la République. Donc ça aurait dû normalement être une année 2017. Nous y travaillons, malgré mon silence, malgré l'absence, mais j'en profite aussi pour dire que le Rewmi, vous le savez, est un parti où il y a des gens pétris de talent, de compétences, qui font aussi le travail avec ou la présence de Abdourahmane. À l'époque, j'avais même dit avec ou sans la présence d'Idrissa, même nous faisons le travail. A fortiori maintenant, avec l'absence d'un porte-parole. Nous sommes un parti très, très, très bien organisé. Nous avons en ligne de mire toutes les échéances qui vont arriver. Et rassurez-nous, nous nous préparons pour le grand soir. Mais Abdourahmane, justement, un président de parti absent, c'est le reproche qu'on fait à votre leader souvent. Un porte-parole absent, ça ne fait pas un peu trop? Alors, nous ne sommes pas toujours absents en même temps. Et à l'époque, j'avais clairement expliqué que cette absence, entre guillemets, du président Idrissa Seck, à notre avis, était un signe positif vis-à-vis de la jeunesse de politique du Sénégal. C'est l'un des rares hommes politiques, quand même, qui a la possibilité de s'absenter pour des raisons professionnelles et de laisser la gestion de son parti entièrement aux mains de vous, ce que vous appelez dans le milieu de la presse, les lieutenants. Cela veut dire que nous avons un leadership éclaté et que tout n'est pas condensé dans la personnalité ou dans la personne du leader du parti.
parce que nous avons conscience que dans le monde de demain qu'il faudra diriger avec compétence, l'ère des messies à la limite est terminée et qu'il faudrait user et utiliser les intelligences fragmentées des uns et des autres pour aboutir à des résultats probants. C'est ce que nous essayons de faire au niveau de Rewmi, où nul n'est indispensable. Nous avons un président même que nous l'avons choisi pour porter les rênes. Mais je vous l'ai déjà dit, il donne l'impulsion. Derrière, tous les autres font le travail, y compris les militants de base que vous n'entendez jamais à la radio, à la télé. Donc, à la limite, je ne dirais pas que nul n'est indispensable, mais tout le monde est indispensable parce que chacun apporte sa pierre à la construction de l'édifice. Donc, Abdourahmane ne soit pas là quelque temps, qu'Idrissa ne soit pas là. Les autres qui sont là, ils font le boulot et je trouve qu'ils le font bien. Maintenant, sur les résultats, ce sont les Sénégalais qui apprécieront. Si vous nous prenez en cours, nous recevons le porte-parole de Rewmi, Abdourahmane Diouf, le discours du chef de l'État, message de Nouvel An, hier, 31 décembre 2016. Êtes-vous en train de dire, si on suit vos propos de tout à l'heure, que c'est un rendez-vous manqué de la part du chef de l'État? Pourquoi vous le dites? De ce point de vue, parce que c'est très difficile de pouvoir constater qu'un président qui a organisé son référendum, qui a obtenu sa constitution avec l'onction des Sénégalais, fasse un discours de fin d'année sans revenir sur cela. Parce qu'il y a quand même eu des présidents de la République qui ont fait 1 mandat, 2 mandats, qui sont partis, qui n'ont jamais organisé de référendum. Le référendum est un moment extrêmement important de la respiration démocratique dans un pays. Si les Sénégalais lui donnent cette nouvelle constitution dans les conditions que l'on sait, c'est très très étonnant qu'il n'en parle pas. On a eu l'impression même que le président était assez gêné de parler de cet épisode de la vie politique du Sénégal l'année dernière. Je vous ai dit que si le calendrier avait été respecté, nous serions aujourd'hui à 5-6 semaines de l'élection présidentielle. Le grand rendez-vous manqué par le président l'année dernière, c'était le rendez-vous avec son peuple. On ne va pas refaire tout le débat sur le référendum, mais tout le monde sait qu'en choisissant l'article 51, le président a choisi de se mettre lui-même des obstacles par rapport à la réalisation de son vœu. Il avait la possibilité de consulter directement le peuple sénégalais et la décision positive que lui aurait donnée le peuple sénégalais n'aurait jamais pu être remise en cause a posteriori par le Conseil constitutionnel. On oublie de parler de ça. Parce que quand on vous dit il fallait voir le Conseil constitutionnel, il est allé voir le Conseil constitutionnel. Mais s'il ne l'avait pas fait, il avait organisé juste le référendum et que le peuple sénégalais lui dise vous avez la possibilité de réduire votre mandat, la bonne question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que ce Conseil constitutionnel avait a posteriori la capacité de revenir sur une décision référendaire? Non, cela met à nu tous les autres arguments qui ont été donnés. Donc ça, c'est un rendez-vous manqué entre le président et son peuple. Il a obtenu le résultat politique qu'il voulait obtenir. Il en est gêné et c'est pourquoi on a pu comprendre qu'il n'en a pas voulu en parler. Maintenant, sur le discours proprement parlé, oui. Il y a... Justement, le président avait-il en ligne de mire une élection présidentielle en 2017 ? En tout cas, son discours d'hier a ressemblé à un discours bilan. Il dit, je le cite, « L'année 2016 s'achève dans une conjoncture mondiale difficile. Des économies stagnent, d'autres sont en récession. Malgré tout, notre pays continue d'améliorer ses performances économiques. Nos agrégats macroéconomiques sont maîtrisés. L'inflation est maintenue à un niveau faible de moins 1% et nos relations avec nos partenaires demeurent solides et confiantes. Et avec 6,6%, le taux de croissance de notre pays reste parmi les plus élevés d'Afrique. Le plan Sénégal émergent qui termine sa 2e année de mise en œuvre se poursuit sans relâche. » Commentaire de ces propos du chef de l'État qui campe le décor. Alors c'est très optimiste. D'abord, si vous voulez, on peut parler rapidement du taux de croissance qui peut être mitigé. Bon, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que quand on quitte un taux de croissance de 1,1 à 1,2% en 2011, qui, je le rappelle, était une année de turbulence politique au Sénégal, qui pouvait expliquer cette baisse drastique, et qu'on arrive à 6,5%, on ne peut pas honnêtement dire que rien n'a été fait. Il est clair donc que de 2011 à 2016, il y a eu un supplément de création de richesses au Sénégal. C'est acceptable. Mais cela peut être remis en cause, au moins avec 3 mises en perspective. 1, avec le PSE lui-même. Le PSE, c'est le programme du président Macky Sall actuellement. Tel que décliné dans le PSE, au jour d'aujourd'hui, au 1er janvier 2007, on devrait être autour de 7%.
C'est une moyenne du PSE. Donc, par rapport même à leur objectif, ils ne l'ont pas atteint. Hier, dans un débat, un ministre m'a dit, écoute, si nous avons dit que nous devrions être à 7% en 2007 et que 2017 du moins, et qu'on est à 6,5%, c'est comme si nous avions 18 sur 20 et qu'il faut nous féliciter. Ce n'est pas la bonne lecture. La bonne lecture, c'est que par rapport à la cadence qu'ils se sont imposés avec le PSE, ils n'ont pas atteint le résultat escompté. C'est par rapport à leur propre objectif. Ils ne l'ont pas atteint. Premier élément. Deuxième élément, par rapport aux pays de l'UEMOA. Nous sommes 8 pays dans l'espace ouest africain, avec la même monnaie. On pourra peut-être y revenir. On dit que nous avons l'un des meilleurs taux de croissance. Mais il faut savoir que la moyenne du taux de croissance dans l'espace UEMOA est de 6,7%. Donc on est en deçà de cette moyenne qui rythme la cadence au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, troisièmement, ce n'est quand même pas encore un pic. Oui, des efforts ont été faits. Mais il faut se rappeler qu'en 2003, on a eu un pic de croissance de 6,7%. Donc, oui, on a peut-être une impulsion qui fait qu'on a quitté 1,2% en 2011 pour être à 6,5% maintenant, mais ce n'est pas le grand bond dont on nous parle. Surtout que vous ajouterez à cela que toute cette croissance dont on parle est fortement externalisée. Ce ne sont pas les Sénégalais qui bénéficient de cette création de richesse. Parce que les grands champions qui sont en train de conduire notre économie actuellement sont pratiquement tous organisés avec des capitaux étrangers. Donc le bénéfice qui sort de cette création de richesse ne va pas directement aux Sénégalais. Donc je pense que de ce point de vue, il faut plus ou moins mitiger la chose. Mais là aussi où je voudrais insister, parce que bon, c'est quand même ce pouvoir-là qui fait 6,5% de croissance et qui s'en glorifie, qui était dans l'opposition d'hier et qui nous disait, nous tous, que la croissance, ça ne se mange pas. Ben, nous pouvons encore constater. Aujourd'hui, elle ne se mange pas. Quels que soient les agrégats économiques dont on parle, nous sommes quand même toujours à 46,7% de taux de pauvreté. Un Sénégalais sur deux est pauvre. Ça n'a pas changé. Ce n'est pas avec le taux de croissance qui bondit que cela a changé. Il suffit, sans être docteur en quoi que ce soit, d'observer la vie économique et sociale du Sénégal pour voir que les 6600 abris provisoires ne sont pas encore réglés, que les retraités ne sont pas payés correctement, que les enseignants, malgré tout ce qu'on dit, n'ont pas reçu la totalité de leur argent, que les problèmes de santé sont encore là. Bref, il suffit de faire un tour à Dakar et dans le monde rural pour s'en rendre compte. Et d'ailleurs, de ce point de vue, j'ai beaucoup aimé le passage du président de la République dans son discours hier. C'était vraiment un sursaut de lucidité extraordinaire où pendant un moment, il s'est posé et il a dit, malgré tout ça, je note une extrême pauvreté dans le monde rural. Je suis peiné par ces femmes qui sont obligées de faire de plusieurs kilomètres pour aller chercher l'eau parce qu'elles n'ont pas accès à l'eau potable. C'est un sursaut de lucidité qui montre que malgré les agrégats économiques, nous sommes dans un pays moins avancé, nous sommes dans un pays pauvre, extrêmement pauvre, où il y a, c'est vrai, des impulsions, on ne peut pas tout nier, mais qu'on ne doit pas être encore dans une phase de triomphalisme. Il a annoncé une mesure qui était certainement attendue par les populations, c'est la baisse du prix de l'électricité, une baisse de 10% représentant 30 milliards de francs CFA sous forme de dons, c'est l'expression qu'il a utilisée, de dons aux consommateurs de l'électricité. Et sur d'ailleurs le secteur de l'électricité, le président dit un certain nombre de choses. La fourniture d'électricité connaît une nette amélioration. Ainsi, de 912 heures en 2011, le temps moyen annuel de coupure a été réduit à 73 heures en 2016. Plus maintenant cette baisse de 10% du prix de l'électricité. Alors, sur la quelle réflexion cela vous inspire? Vous avez utilisé un mot très intéressant, un don. C'est-à-dire quand on fait un don, on se déleste de quelque chose qui vous appartient pour le donner à titre gracieux à quelqu'un d'autre. Alors, ça fait très longtemps que le prix du baril de pétrole était passé de $120 et même descendu jusqu'à $40. Cela veut dire que le gouvernement du Sénégal a eu énormément le temps d'engranger de l'argent. Cet argent engrangé pendant que le prix du pétrole était bas est à la limite de l'indu. Parce que la baisse aurait dû intervenir depuis plus longtemps. Parce que si vous passez 2 ans, 3 ans à engranger un bénéfice indu et que du jour au lendemain, vous décidez d'en redonner 30 milliards à ceux qui étaient censés faire des économies depuis 2 ou 3 ans, je ne sais pas où est le don.
Parce que vous m'avez pris 50 milliards, vous me remettez 30 milliards. Ça, c'est un premier élément de réflexion. Le deuxième élément de réflexion, c'est que c'est une forme de subvention. On pourra peut-être y revenir. À chaque fois qu'on fait quand même une subvention, qui est une dépense sociale, on est obligé de délester du budget de l'État d'autres dépenses qui pouvaient être prioritaires quelque part. Ce n'est pas le budget en tant que tel qui est resserré, mais c'est à l'intérieur de la nomenclature budgétaire qu'on prend de l'argent quelque part pour faire une dépense sociale. Il faut s'attendre à une loi de finances rectificative, alors que le budget a été voté il n'y a pas longtemps. Exactement. Oui. En tout cas, si dans la conception du président de la République, s'il considère que c'est 30 milliards qu'on donne en don, moi, je suis sûr qu'on devrait arriver à un rééquilibrage du budget. Parce que ces 30 milliards-là, il faut bien les prendre quelque part. Peut-être dans la cagnotte qui a permis d'engranger de l'argent durant cette période de baisse du prix du pétrole, je ne sais pas. On attendra les jours prochains pour qu'on nous dise exactement comment ils voudraient le faire. Mais néanmoins, c'est quand même une mesure sociale. Une mesure sociale est toujours à saluer. Même si, dans la facture d'électricité qui va arriver dans quelques mois, un Sénégalais, même si c'était un Sénégalais qui profite de 100 francs de baisse, c'est quand même à saluer. De ce point de vue, oui, l'opposition applaudit. Mais il ne faudrait pas qu'on nous fasse retomber dans le syndrome de la baisse des prix du loyer. Hier, la phrase que j'ai retenue dans le discours du président, c'est de dire oui, baisse de 10%, les modalités vont venir. Oui, avec la commission chargée de fixer le prix de l'électricité. Si vous allez au tribunal aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plus de 4000 cas de contentieux sur la baisse des prix du loyer. Donc une décision sociale à la base qui était très pertinente, très saluée, finalement n'a pas pu bénéficier des modalités pratiques d'application au point qu'on s'est retrouvé dans un imbroglio. Je ne voudrais pas que ce soit le cas cette fois-ci. Donc nous, citoyens de l'opposition, de la société civile, nous ouvrons grand les yeux pour voir quelles sont les modalités pratiques que le président va proposer pour cette baisse du prix de l'électricité. Moi, j'ai toujours dit que la facture d'eau ne doit pas être un fardeau, la facture d'électricité ne doit pas être un fardeau. Le Sénégalais ne doit pas toujours, dans ses préoccupations quotidiennes, avoir en ligne de mire les factures qu'il a payées. L'expérience montre que quand vous êtes pris dans ces contradictions-là, vous n'avez pas une part de cerveau disponible pour les questions de développement et les questions de productivité. Bon, on a précisé, cette baisse n'est pas encore effective, mais ce sera au cours du premier bimestre de l'année 2017 qui vient de commencer. On espère. Mais il y a eu un débat depuis hier autour de cette baisse conjoncturelle, baisse structurelle, d'autant plus que les baisses liées au prix du baril de pétrole, c'est des baisses qui peuvent être très précaires. On n'a aucune maîtrise sur, par exemple, les cours mondiaux du baril de pétrole. Est-ce que vous craignez que cette baisse soit de courte durée ou vous êtes plus optimiste que cela? Je ne suis pas très optimiste, pour être honnête, parce que la bonne décision aurait été, parce que quand on parle de conjoncture, ça s'inscrit dans une séquence temporelle assez courte. Maintenant, ça fait longtemps qu'on a quand même cette baisse. Donc, à un moment donné, sans parler de baisse structurelle, ça s'est quand même inscrit dans une séquence temporelle assez longue. Et c'est là où je déplore l'attitude du gouvernement qui n'a pas été assez réactive. Maintenant que cela a été fait, il faut aussi se poser des questions. Parce qu'on est dans un gouvernement où il y a des fois de la bonne volonté, on le voit, on doit quand même le souligner, mais il y a des fois aussi, des fois du tâtonnement. On a pris une décision, par exemple, sur les visas de touristes. Pour dire, maintenant, le Sénégal est un grand pays souverain, il nous faut la réciprocité, etc. Un an après, on s'est rendu compte que c'était dramatique du point de vue du tourisme au Sénégal et on est revenu à une décision. La dernière fois, on avait pris une décision de baisse, je crois, des impôts sur le revenu. Plus tard, on s'est rendu compte que la facture était énorme pour le gouvernement et qu'on a dû encore revenir sur cette décision. Donc, on sent des fois de l'impréparation dans les décisions. Donc, moi, je ne serais pas étonné, je ne le souhaite pas, mais je ne serais pas étonné que demain, qu'on nous amène cet argument que oui, nous ne maîtrisons pas les cours du baril du pétrole, mais ça, nous le savions depuis longtemps et que cette baisse ne pourra pas être effective. Donc, nous attendons de voir. On ne va pas refaire le message du chef de l'État, mais il y a le pétrole et le gaz. Ouais. Est-ce que vous avez senti que
cela a occupé une place importante dans ce message. Non, parce que moi, quand on parle du pétrole et du gaz, au-delà de tous ces débats sur Petrotim, Timis, etc., je pense que les gens en ont parlé à profusion, je n'ai pas besoin d'y revenir. Moi, ce que je constate en tant que Sénégalais relativement jeune qui est né après les indépendances, c'est que c'est la première fois que le Sénégal se trouve en situation, en tout cas nous, que nous soyons dans une situation de pouvoir offrir à nos enfants une vie meilleure que celle que nous avons actuellement. Je ne sais pas si vous percevez ce que vous voulez dire. Le Sénégalais, d'habitude, c'est quelqu'un qui se bat pour réussir vite, pour pouvoir suppléer ses parents. Les parents ne sont jamais sûrs. Les parents sont tout le temps dans l'angoisse. Ils ne sont jamais sûrs de pouvoir offrir une situation meilleure à leurs enfants. Si le cas du pétrole se précise, ça veut dire que nos enfants auront une vie meilleure aux nôtres, ce qui serait extraordinaire du point de vue du développement économique du Sénégal. Alors, quand on doit gérer une question pareille, moi, ce que j'appelle une question transmandature, en fait. Ça va au-delà du mandat du président Macky Sall. Ça engage toutes les générations. Et le président Macky Sall n'a pas le droit, n'a pas la prérogative de gérer cette question de façon esselée. Il dit qu'il a mis en place le COS-Petrogaz. Vous ne vous y reconnaissez pas, non, absolument vous ne vous y retrouvez pas. C'est-à-dire que c'est une réforme, c'est une réponse institutionnelle. Elle n'est pas encore fonctionnelle. Vous devriez en être fier, d'autant plus que votre leader, M. Idriss Seck, avait fait une proposition qui ressemble un peu à cela. Mais vous savez, nous ne sommes pas nombrilistes. Moi, j'aurais été beaucoup plus satisfait si dans la composition et dans les attributions du COS-Petrogaz, on voit qu'il y a une volonté de gestion au-delà du régime actuel. J'insiste beaucoup sur cette question. Parce que quand vous êtes élu pour 5 ans ou pour 7 ans, vous avez un mandat explicite adossé à votre programme. C'est une partie de ce que vous allez faire. Mais si vous prenez la responsabilité d'engager votre pays et les générations futures au-delà de votre mandat, vous avez l'obligation de travailler avec toutes les forces vives de la nation. Cela, on doit le faire avec le pétrole, avec le gaz, avec les questions de sécurité. Et c'est l'erreur qui avait été faite avec le PSE, qui transcende, qui enjambe le mandat du président Macky Sall. Et c'est là où il y a un vrai déficit de dialogue par rapport à ce régime. Il y a des questions pour lesquelles vous êtes élu, vous avez la légitimité. Vous déroulez, il n'y a pas de problème, on ne vous le conteste pas. Mais il y a des questions d'envergure nationale qui transcendent votre mandat, sur lesquelles vous avez besoin de l'opposition, de la société civile. C'est pour ça que ce débat sur le pétrole, à mon avis, revêt une importance particulière, au-delà de certaines questions anecdotiques. Et je n'ai pas l'impression que le gouvernement ait vraiment senti cela. Rewmi est prêt à prendre part à ce COS-Petrogaz. Absolument. Sur cette question d'intérêt majeur, nous pensons sans aucune prétention avoir de l'expertise, des contributions à donner. Mais vous savez, quand on est de l'opposition, on vous dit toujours que vous avez le ministère de la parole. Vous n'avez pas la possibilité de déclencher des actions. Nous ne quémandons pas un dialogue, mais sur des questions de gaz, de pétrole, du zircon, sur les questions de sécurité. Sur les questions de développement économique en général, oui, le Rewmi est prêt à donner une contribution. Malédiction du pétrole, on en parle beaucoup. À côté du pétrole, il y a le gaz. Est-ce que vous pensez que le Sénégal a là une opportunité, une occasion en or d'être un pays tout simplement plus qu'émergent, développé? Moi, je ne crois pas. Et quel est votre avis, ce qu'il y a lieu de faire pour y arriver? On parle beaucoup de la malédiction du pétrole, du gaz, mais on oublie aussi de parler de la bénédiction du pétrole et du gaz. Vous préférez la bénédiction? Je préfère la bénédiction. Et comment avoir la bénédiction du pétrole et du gaz? Pour faire une petite parenthèse, il y a quand même une malédiction de la démocratie en Afrique, où il y a pratiquement des coups d'État partout, que les gens ont du mal à gérer leur démocratie. Mais on a une bénédiction de la démocratie en Afrique. Le Sénégal a pu avoir une exception de ce point de vue et gérer sa stabilité. Je crois que les Sénégalais sont suffisamment intelligents pour éventuellement avoir cette exception en matière de régulation de ces questions. C'est possible. Mais maintenant, ce que je voudrais mettre en lumière, c'est la question des régulations de façon générale. Dans la constitution qui vient d'être adoptée, le président a dit que voilà, c'est un droit constitutionnel maintenant garanti de la protection des ressources pour que les Sénégalais puissent en profiter. Mais avant d'aller dans ce saut pour le pétrole ou le gaz, il faut tirer les leçons de l'expérience. Les leçons de l'expérience, c'est qu'on a toujours eu une régulation extrêmement défectueuse sur nos ressources de première génération. Le schéma de régulation de l'eau, à notre avis,
n'est pas le meilleur schéma possible. Où vous avez une société de patrimoine qui s'occupe des investissements et vous avez une société privée qui bénéficie de privilèges exorbitants au détriment du contribuable sénégalais. Si vous allez dans le domaine de la télécommunication, vous avez exactement le même schéma. On a un fleuron qui a été privatisé, un fleuron qui fait énormément de bénéfices, lesquels bénéfices sont externalisés. Vous voyez actuellement tout le combat des gens de la Sonatel. Et dans beaucoup d'autres secteurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous avons des mines d'or dans tous les domaines, mais par des décisions de régulation étatique très malheureuses, nous ne parvenons pas à en tirer profit. Je ne voudrais pas qu'on ait les mêmes schémas avec le pétrole et le gaz. Apparemment, c'est très mal parti. Justement, sur le pétrole et le gaz, vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous dites que c'est mal parti. Sur le pétrole et le gaz, vous l'avez interpellé, vous, Manko Wattu Sénégal, sur les contrats pétroliers et gaziers. Tout à fait. Il ne vous a pas répondu. Pas encore. Il a répondu sur le dialogue politique, sur les procès électoraux. Il n'a pas encore répondu. Et justement, nous attendons une réponse très très précise. Parce que je dois préciser sur quand quoi même... Vous voulez qu'il vous réponde sur quoi? La première chose, c'est que ces contrats-là soient quand même dans le domaine public. Quand un État signe un contrat... Des contrats ont été publiés quand même. Oui, mais pas tout. C'est-à-dire qu'il y a encore des nébuleuses. Les questions que les gens posent ne sont pas sorties de nulle part. Je vous donne juste un exemple. Hier, j'ai posé la question à un ministre sur le TER. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, bien sûr. Je lui ai dit, si dans le TER, il n'y a pas de clause de transfert de technologie qui oblige Alstom à former les Sénégalais, à leur donner les outils nécessaires à la fabrication de TER sénégalais dans les 15-20 prochaines années, c'est un scandale et c'est un drame. Le ministre m'a répondu que le Sénégal n'est pas la Chine et que le Sénégal n'avait pas la capacité de négocier cela. Je trouve que c'est scandaleux. Alors, j'ai demandé à avoir éventuellement le contrat. Ce contrat-là est du domaine public. C'est un contrat signé par le gouvernement du Sénégal qui engage les générations futures. Tout Sénégalais devrait pouvoir le lire et y apporter ses correctifs. Et le TER va coûter 568 milliards. Mais avant de revenir sur le TER, pourquoi vous dites que c'est mal parti sur le pétrole et le gaz? Parce que sur les chiffres qui sont donnés à gauche et à droite, on semble nous dire que le Sénégal bénéficiera de 10% environ des richesses qui sortiront du pétrole. Et c'est pour ça que le débat actuellement sur l'enjeu de régulation est important. Parce que la réponse souvent c'est de dire on n'a pas encore commencé à exploiter. Mais si avant l'exploitation, il y a un tong-tong qui est fait sur les dividendes à venir, le peuple sénégalais n'aura absolument rien à attendre. Maintenant il y a des gens qui sont beaucoup plus outillés que moi pour parler de ces questions, mais nous constatons simplement que la priorité n'est pas donnée aux citoyens sénégalais. 2, qu'il n'y a pas toute la transparence au niveau de la publication des contrats. Et que 3, nous aimerions quand même qu'il y ait une gouvernance plus ouverte sur la question pour que l'opposition et la société civile et tous les autres techniciens soient associés pour qu'on soit sûr que le Sénégal a une maîtrise sur ses ressources naturelles. C'est ça l'enjeu de base. Abdourahmane Diouf, porte-parole du parti Réumi. Question d'Abdoulaye Kane Ekone qui va nous permettre de commenter un des faits majeurs de cette année qui s'est déroulé à la fin. C'est la visite d'État du président Macky Sall où on a beaucoup parlé de terre, d'ailleurs de pétrole et de gaz également. Question donc d'Abdoulaye Kane Ekone. Docteur, quelle analyse vous tirez de la visite du président de la République en France? Est-ce qu'il y aura un impact en faveur du Sénégal? Alors c'est très mitigé. C'est très mitigé. C'est vrai que quand on est un peu nombriliste, on est assez flatté de voir les drapeaux du Sénégal flotter sur les Champs-Élysées. Mais à quel prix? Quand on est un peu nombriliste, on peut être très flatté de la très belle image du président Macky Sall avec sa casquette Alstom au milieu des ouvriers. Mais en termes de communication et de messages donnés aux Sénégalais, c'est catastrophique. Et moi, j'ai l'habitude de dire, et je vais le répéter ici avec beaucoup de vigueur, le problème, ce n'est pas la France. On ne peut pas reprocher à un président français de défendre des intérêts français. Mais on peut reprocher à un président sénégalais de ne pas suffisamment défendre les intérêts des Sénégalais. Le problème, c'est pas la France. Vous auriez aimé qu'il porte la casquette de GFM, par exemple. De Transrail, de GFM, etc. Oui. C'est ça le message. Oui. C'est ça le message. Parce que le problème, c'est pas la France. Vous enlevez le nom de la France. Vous mettez le Ghana ou la Côte d'Ivoire, auquel le Sénégalais ferait de telles concessions économiques, ça aurait été tout autant scandaleux.
Donc le problème, ce n'est pas le vis-à-vis, le problème, c'est nous-mêmes. Moi, je suis toujours sidéré de voir l'incapacité des dirigeants en Afrique de façon générale. Là, je ne parle pas seulement du Sénégal. Notre incapacité à prendre en charge notre propre destin, à réfléchir sur nos intérêts et à les défendre, tout simplement. En quoi cette visite du président Macky Sall révèle notre incapacité à prendre en charge nos intérêts? La première, vous regardez le montage financier. C'est-à-dire, on nous dit qu'il y a 568 milliards. Bon, c'est vrai que c'est la Banque islamique de développement qui sera le chef de file, mais une bonne partie de l'argent qui va entrer dans le financement provient aussi de la France. Alors, il y a, à mon avis, un mélange des genres. C'est comme si on est dans la frontière entre la coopération au développement, où on vous donne de l'argent suivant des conditionnalités, et l'attribution de la commande publique. Est-ce que si vous avez une part importante du financement du gouvernement français dans les marchés qui vont être exécutés, vous avez une marge de manœuvre dans le choix? Ça, c'est un premier élément. Sur le choix du mieux-disant, on a vu qu'il y avait pratiquement plus de 200 milliards de différence entre les offres turques et chinoises et les offres françaises. On a parlé tout à l'heure rapidement des abris provisoires. Et c'est une société française d'ailleurs qui a été choisie pour piloter le processus d'appel d'offres. Voilà, justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, je travaille bien, je connais bien ces questions. Je sais comment l'Union européenne, comment la France agit quand il y a un seul sou provenant de leur budget sur les marchés d'appel d'offres. Je connais très très bien la procédure. Vous ne pouvez pas avoir la possibilité d'organiser un appel d'offres ouvert et transparent quand une partie du financement vient de l'Union européenne ou de la France. Il y a des conditionnalités, c'est normal. Mais je n'insiste pas sur ça parce que je vous dis, le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est nous. Nous sommes le client. Nous devons avoir la capacité de dire ce que nous voulons, à quelles conditions que nous voulons, dans des conditions concurrentielles. C'est ça que le gouvernement a oublié de dire. Ce n'est pas seulement Alstom qui sait faire des trains. Les Chinois savent le faire. Les Turcs savent le faire. Et avant que les Chinois puissent le faire, ils l'ont appris des Français. Et comment les Chinois l'ont appris des Français? En commandant des trains à la France et en exigeant d'avoir une clause de transfert de technologie. On connaît le proverbe chinois. Très bien. Mieux vaut apprendre à pêcher plutôt que lui donner du poisson. Mais pourquoi on n'a pas cette attitude? Bon, hier, le ministre... on a quand même une histoire du rail. Mais hier, le ministre m'a dit que nous ne sommes pas la Chine, que nous sommes un petit pays, que nous n'avons pas cette capacité. L'histoire du rail, on la connaît au Sénégal. Très bien. Mais déjà, reprenons sur le choix du mieux-disant. C'est-à-dire tous les 200 milliards et quelques qui auraient pu être économisés en donnant ça à une société chinoise et turque qui nous garantirait la qualité, pourraient permettre de redresser Transrail, pourrait permettre avec 80 malheureux milliards de régler définitivement le problème des abris provisoires, etc., etc. Maintenant, l'autre question aussi, c'est au niveau de la soutenabilité du financement. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant, parce que c'est un débat qui nous intéresse beaucoup au niveau de Réumi. Oui. Parce que nous faisons partie de ceux qui ont initié le gouvernement à aller à l'international et à emprunter. À l'époque, le Sénégal était seulement à 32% du taux d'endettement de son PIB. Maintenant, on est à 61%, alors que le taux de convergence de l'UEMOA, c'est 70%. Oui. Nous n'allons pas leur dire ne vous endettez pas, parce que nous les avons incités à le faire. Mais là, on commence à dire attention. Attention pour deux raisons. La première raison, c'est que nous approchons des 70% du taux de convergence de l'UEMOA. Oui. La deuxième raison, c'est que quand même, la plupart des investissements qui sont faits ne sont pas des investissements productifs. Oui. Parce que quand vous empruntez de l'argent pour investir, c'est l'investissement lui-même, la matière d'investissement elle-même qui doit vous donner les capacités de remboursement. Alors que ce n'est pas toujours le cas. On est souvent dans des dépenses de prestige, dont l'une des plus illustres est par exemple les 60 milliards injectés à Diamniadio qui ne vont pas être remboursés par la rentabilité de la maison le centre de conférence. Voilà. Donc vous là, dites maison Abdou Diouf. Bon, je le dis avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de respect pour le président Abdou Diouf. Abdourahmane Diouf, restons sur le terre. Le président quand même vante les mérites du train express régional. Il dit dans son discours d'hier, de plus, j'ai lancé ce 14 décembre le projet de train express régional. C'est le plus grand projet du Sénégal indépendant. Près de 10 000 personnes travailleront sur le chantier. Au total, 15 trains d'une capacité de transport de 115 000 passagers par jour desserviront la ligne en raison d'un départ toutes les 15 minutes. En utilisant les technologies les plus avancées, le TER qui sera mis en service en janvier 2019,
juste avant la présidentielle prévue à cette date, va révolutionner le système de transport public de masse de notre pays en alliant le confort, la sécurité et la ponctualité. Fin de citation. Bon, déjà, moi, en tant que Sénégalais, je suis toujours, parce que je suis souvent dans la sous-région, je suis toujours gêné, moi, quand on dit le plus grand projet africain, la plus belle corniche. Bon, on voit toujours ce que ça donne. Je pense qu'on doit être encore un peu plus modeste dans la déclinaison de nos ambitions et vraiment travailler à la réalisation concrète de choses. Bon, là, on est encore dans les annonces. Moi, la concession que je fais au gouvernement sur ce point précis, c'est que, sur l'opportunité, surtout du TER, c'est que quand vous avez décidé quand même de mettre en place l'aéroport international Blaise Diagne, c'est opportun ou non, en tout cas c'est fait. Quand vous avez décidé de mettre en place Diamniadio, une nouvelle ville, c'est opportun ou non, ça a été fait. Vous n'allez pas les raser, c'est du concret, c'est du factuel. Il faut nécessairement qu'il y ait un programme d'accompagnement en matière de transport. Ça peut être pertinent du point de vue de l'opportunité. Maintenant, comment on le fait? C'est ça le problème. Du point de vue technique, bon, certains peuvent considérer que ce n'est pas une question d'importance, mais je ne crois pas que l'efficacité voulue du transfert, par exemple, de l'aéroport au centre-ville puisse se faire avec 15 haltes différentes. Bon, on est dans les modalités d'exploitation, on verra ce que ça donne. Mais en principe, si vous voulez être efficace avec un train dit express régional, vous n'allez pas vous arrêter chaque 5 minutes dans une escale. Bon, après les modalités d'exploitation, nous dirons comment ils comptent le faire. Mais ici, la difficulté, c'est qu'il joue sur l'opportunité d'organiser les moyens de transport par rapport à l'AIBD et par rapport à Blaise Diagne. Cette opportunité, on ne peut pas la remettre en cause, mais en le faisant de telle sorte que cela pose des problèmes de gouvernance. 568 milliards pour ce train express régional, il sera très très difficile de l'expliquer aux Sénégalais. Après, vous allez leur dire, je vous fais un don de 30 milliards sur l'électricité. Alors que vous auriez pu économiser 200 milliards en choisissant un partenaire moins disant et qui vous aurait donné la qualité technique. Donc, oui sur l'opportunité, mais non sur le montage financier, non sur les modalités d'exploitation qui sont prévues. Dernière chose sur la visite d'État du chef de l'État, il y a eu cette petite phrase en marge de ce séjour en France. Il demande qu'on lui donne des arguments convaincants pour que lui et moi quitte la zone franc, le fameux CFA, et il ajoute que le CFA est une bonne monnaie à garder. Quelle est la position de Réumi sur cette question économique et monétaire extrêmement importante? Bon, là aussi, c'est un peu mitigé. Bon, à la décharge du président de la République, parce que j'ai aussi lu l'interview, il a fait un cheminement intellectuel. On voit qu'il a des doutes, qu'il se pose des questions, donc il n'est pas dans des certitudes absolues. Ça, il faut le lui reconnaître. À la fin, il dit que c'est une bonne monnaie. Et alors, c'est là où on ne comprend pas, pour 2 raisons. La première raison, qui est très évidente, c'est que Macky Sall, le président Macky Sall, était quand même à une période récente, je pense qu'il est même encore le président de la CEDEAO. Oui. Non, il ne l'est plus. Il ne l'est plus, voilà. C'est Hélène Johnson-Sirleaf qui l'a remplacé. Voilà, c'est très récent. On est dans un espace d'intégration régionale. Mais la CEDEAO a un projet de monnaie unique à l'échéance 2020. Oui. Et ça, le président Macky Sall le sait. Oui, et Réumi, sa position sur cette question monétaire. Faut-il renoncer au franc CFA? Je ne suis pas en mesure de vous donner la position de Réumi parce que c'est une question qui est encore en discussion. Oui, en discussion depuis très longtemps. Voilà, il faut aussi que nos partis travaillent de manière sérieuse sur des questions sérieuses. Tout à fait. Mais ce que je peux vous dire, moi, pour avoir plus ou moins travaillé sur les questions et pour avoir côtoyé de grands Africains qui ont travaillé sur la question, c'est qu'en aucun cas, cette monnaie CFA n'est porteuse de développement pour le Sénégal et pour les pays africains. Et qu'il faudrait s'en débarrasser. Maintenant, il y a des contingences politiques qui font. Mais en aucun cas, et là je suis formel, ça ne peut être porteur de développement. Maintenant, moi, peut-être mon travail en tant que porte-parole et pour quelqu'un qui a plus ou moins travaillé sur les questions, c'est de convaincre notre parti Réumi de s'engager dans cette voie de disparition du CFA une fois que nous accéderons au pouvoir. Mais je vous confirme que Réumi travaille sérieusement. Législative 2017. Peut-être il faudra passer par là pour accéder au pouvoir, je n'en sais rien. Les Sénégalais en décideront. Tout à fait. Il est prévu des législatives en juillet 2017. Comment Réumi s'y prépare là?
Alors, c'est une échéance extrêmement importante, puisqu'on nous a ôté le plaisir d'aller dans des joutes électorales pour 2017 à la présidentielle. Nous nous y préparons sérieusement, parce que nous considérons que l'Assemblée nationale doit revêtir encore plus de solennité, plus de sérieux, plus de compétences. Réumi y travaille. Nous travaillons en discussion avec les partenaires potentiels qui sont dans l'opposition. Notre conviction, c'est que ce sera une opposition forte qui devra faire face à la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous êtes pour une coalition forte, une coalition forte. L'idéal aurait été même une liste unique. Ah oui. Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal, parce que moi j'ai toujours théorisé le fait que dans ce pays, on n'a pas des gauches, extrême gauche, centre, etc. Ce qu'il y a dans ce pays, c'est qu'il y a ceux qui sont d'accord avec le président Macky Sall, qui sont dans Benno Bokk Yakaar, qui considèrent que le pays est bien géré. Il y a les autres de l'opposition qui considèrent que le pays n'est pas bien géré. C'est comme cela qu'on mélange aussi des torchons et des serviettes, non? Bon, mais les torchons si les torchons et les serviettes nous viennent de l'Occident et ne sont pas vraiment adaptés à nos réalités, oui, pourquoi pas ne pas les mélanger. Dans la coalition Benno Bokk Yakaar, vous avez en Occident ce qu'on aurait appelé pratiquement une extrême gauche qui est avec un parti libéral. Mais c'est justement parce que cela ne correspond pas à notre réalité politique qu'ils peuvent se mettre ensemble. Donc si le pouvoir peut se le permettre d'aller de l'extrême gauche à la droite, l'opposition aussi peut se le permettre. À mon avis, la seule idéologie qui vaille dans nos pays, c'est l'idéologie de la lutte contre la pauvreté. Donc oui, nous nous y préparons. L'idéal serait d'avoir une liste unique. À défaut de liste unique, nous travaillons à une large coalition. Réumi est très très avancé dans ces discussions et très prochainement, on pourra décliner les résultats de ces négociations. Mais je voudrais dire juste aux Sénégalais qu'il ne faut pas qu'ils oublient que nous avons une possibilité d'alternance dès 2017. Ah ouais? Ah oui, parce que l'alternance, c'est pas seulement une alternance présidentielle. Oui. Si cette opposition-là, forte, organisée, parvient à faire se taire un certain nombre d'égos dans l'opposition, et que les gens, de façon consensuelle, comprennent que l'important, ce n'est pas le Réumi, ce n'est pas l'acte, ce n'est pas Malick Gakou, ce n'est pas quelqu'un ou le PDS. L'important, c'est qu'on se mette ensemble pour proposer une alternative. On aura une majorité à l'Assemblée nationale. Pour le moment, c'est pas ce qui se dessine, vu les ambitions des uns et des autres. Il y a même, parallèlement à Manko Wattu Sénégal, Khalifa Sall, le maire de Dakar, des informations font état de sa décision d'avoir une liste avec des socialistes, en tout cas tous ceux qui sont nourris aux valeurs socialistes. Vous aurez des listes indépendantes aussi en face de vous. Mais je désespère Toutes les questions posées par Adama Daouda Sankariste Ba. Le Réumi va-t-il prendre le risque d'aller seul aux législatives? Beaucoup, Mohamedou, ne pensez-vous pas que Manko Wattu Sénégal doit être transformé en une coalition solide pour participer aux prochaines élections? Et puis enfin, Omar Ndiouk, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui explique le mutisme d'Idriss Seck depuis un certain temps? Bon, voilà. Ce qui se dessine n'est pas encore définitif. Moi, je vis dans l'espoir d'avoir une opposition forte où je vous dis que les égos seront comprimés et qu'on se retrouve autour de l'essentiel. Et pour terminer mon idée, nous devons comprendre qu'il y a cette possibilité d'alternance en 2017. Pour moi, c'est une idée forte. Parce une cohabitation que vous voulez imposer au président Macky Sall. Si l'opposition est majoritaire à l'Assemblée nationale... Il dit qu'il n'a pas à proprement parler une opposition, que c'est plutôt la demande sociale, son opposition. Ça, ce sont le parti de la demande sociale. Ce sont les Sénégalais qui décideront. On n'a jamais vu pratiquement dans le monde un référendum qui remporte la victoire avec 62%. Ça veut dire qu'il y avait une forte opposition à ce régime, même si le oui l'a apporté. Moi, ma conviction, pour moi, le problème, c'est au niveau des égos. Si chaque parti décide d'avoir sa propre liste parce qu'il considère que son leader est tellement important, tellement charismatique, tellement aimé, qu'il ne peut être autre chose qu'une tête de liste, ce serait dommage pour l'opposition. Parce que tous ces talents-là, chefs de parti, on peut les retrouver dans une liste sans pour autant que la configuration de la liste soit établie de façon hiérarchique. Mon avis, et ça je le dis de façon personnelle, c'est que ce n'est pas forcément celui qui dirige la liste qui sera après le président de l'Assemblée nationale ou le Premier ministre. De façon consensuelle, chaque membre de l'opposition devrait pouvoir renoncer à quelques prétentions, être dans une liste unique, que Idrissa Seck soit dans la liste, que Cheikh Tidiane Mbaye soit dans la liste, que Malick Gakou, que Pape Diop, que tous les autres y soient, pour qu'on dise aux Sénégalais, nous avons décidé de taire nos égos pour vous proposer une alternative.
On annonce le retour de M. Karim Wade vers le 15 janvier 2017. Si M. Karim Wade est fortement ancré dans l'opposition comme nous sommes preneurs. Je vous l'ai dit. Vous êtes prêts, vous réunis, à faire liste commune avec Karim Wade? Nous sommes prêts à travailler avec tous ceux qui se réclament de l'opposition. Y compris Karim Wade. Y compris Karim Wade. Nous sommes prêts à travailler avec tous les membres de l'opposition pour faire face à la coalition Benno Bokk Yakaar. Sans aucune considération idéologique. Est-ce que la logique de taire les égos ne voudrait-elle pas, justement, par rapport à 2019, qu'il y ait une entente aussi là entre les leaders politiques? Autrement dit, Idriss Seck sera-t-il candidat en 2019 ou serait-il prêt à se ranger derrière quelqu'un? C'est une logique différente. Bon, je dois préciser que Idrissa Seck, depuis longtemps, se prépare à exercer les fonctions de président de la République. Donc c'est naturellement qu'il faut l'attendre pour l'élection présidentielle. Il sera candidat en 2019. Mais là-bas, on est quand même à 2 ans, non? Oui, mais la question des égos ne se pose pas de la même façon. Oui. Parce que quand même, le Sénégal a la chance, contrairement à un pays comme la Gambie ou le Congo, on a la chance d'avoir 2 tours. Donc au premier tour, chacun peut espérer pouvoir se peser. Et ceux qui pensent qu'ils ont les mêmes intérêts peuvent se retrouver au 2e tour. Donc, à la limite, l'éclatement des candidatures au premier tour dans l'opposition n'est pas un problème en soi. Mais dans la perspective de la législative, c'est différent. Parce que si vous avez beaucoup de listes fragmentées, déjà, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir vous retrouver au 2e tour. Et vous laissez la possibilité à Benno Bokk Yakaar, avec le Raw Gaddu, c'est-à-dire le scrutin plurinominal majoritaire à un tour, de remporter la majorité des départements. Sur votre demande de voir le président nommer une personnalité neutre pour organiser les élections, c'est net, il entend garder son ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, pour organiser les élections. C'est dommage. Est-ce que vous êtes prêt à en faire un casus belli? Il y a beaucoup de casus belli. Pour le moment, effectivement, Réumi et Manko en font un casus belli. Jusqu'où ça ira, je ne sais pas, mais je voudrais juste rappeler au président et au gouvernement, la bande vidéo circule partout, que le président Macky Sall lui-même, à l'époque, en avait fait un casus belli par rapport à Ousmane Ngom. Et après même qu'Ousmane Ngom ait été changé, il a continué à dire que le ministre chargé des élections, qui était nommé, avait toujours ses locaux au ministère de l'Intérieur, travaillait pratiquement sous la supervision d'Ousmane Ngom. Donc ce discours très cohérent et très pertinent du président Macky Sall à l'époque est toujours d'actualité. 1 minute sur les relations entre Talla Sylla et Idrissa Seck. Talla Sylla, maire de Thiès, fortement soutenu par Réumi pour accéder à cette fonction, même s'il précise que s'il n'y avait pas de coalition, Réumi n'aurait pas pu garder la mairie de Thiès. Talla Sylla embrouille avec Idriss Seck et accuse l'entourage de votre leader d'être à l'origine de cela. Je ne vais pas me prononcer sur les accusations. Je peux juste vous dire 2 choses sur cette question, très très simple. Oui. 1, le fait que Idrissa Seck et le parti Réumi aient proposé à Talla Sylla d'être maire de Thiès relève d'un acte de générosité et un acte d'ouverture politique que nous avons toujours théorisé dans le Réumi. Nous allons prendre les compétences au Sénégal, où qu'elles soient. Je pense que cela devrait donner des gages aux Sénégalais pour le futur, si nous sommes demain en situation. Le fait de pouvoir choisir quelqu'un qui originellement n'est pas de votre parti pour lui confier les destinées d'une mairie aussi importante que Thiès. Donc c'est un acte de générosité, c'est un acte d'ouverture politique. Maintenant, comme dans toutes les alliances, comme dans Benno Bokk Yakaar, partout, les gens peuvent avoir des bisbilles. On constate effectivement que les relations ne sont pas aussi fluides. Mais nous préférons rester positifs et continuer à considérer qu'il est possible de rapiécer les morceaux. Ah oui? Ouais, notre conviction est que ces 2 leaders politiques peuvent encore s'entendre, que nous pouvons encore une coalition. C'est peut-être un vœu pieux, mais c'est ce que nous espérons dans l'intérêt des Thiessois et dans l'intérêt des Sénégalais. Au moment où Talla Sylla a lancé son mouvement et qu'il envisage... Partout, même dans la coalition Benno Bokk Yakaar, vous voyez des gens en train de sortir, les contextes politiques diffèrent. Nous pouvons espérer que dans la ville de Thiès, qui a quand même un contexte particulier, où les autres communes sont dirigées par des membres de Réumi, qui sont obligés de collaborer avec le maire de la ville, parce que nous avons aussi la même situation à Rufisque, je la connais un peu, nous pouvons espérer que les morceaux seront rapiécés, que les 2 parties vont se parler, et ce qui est en train de se passer est juste un épisode malheureux dans une coalition gagnante. Vous y travaillez, vous, personnellement? Personnellement, non, parce que j'évite quand même de m'immiscer dans des questions thiessoises,
Mais non, je sais qu'il y a c'est une question entre votre leader et Talla Sylla aussi, quelque part. Il y a une question politique. Mais il ne faut pas la personnaliser. Mais je sais qu'il y a des gens qui y travaillent et on a bon espoir. Révélation de taille de Talla Sylla dans l'Observateur ce week-end. Il dit qu'il a eu à travailler pour que le président Abdoulaye Wade, l'ancien chef d'État, rencontre Idrissa Seck en France. Et c'est au dernier mois que cela a capoté. Vous en étiez au courant? Je n'en ai aucune information. Aucune. Je n'en ai aucune information. Moi, ce que je sais, c'est qu'au niveau interne de Réumi, comme je vous l'ai dit, nous travaillons à rassembler tous ceux qui sont capables d'apporter une valeur ajoutée pour qu'il y ait une alternance dans ce pays. Après, les noms n'ont aucune espèce d'importance. Dernière chose, quand même, on dira un mot sur la Gambie. Yaya Jammeh présentant ses vœux hier à le président sortant, battu aux élections du 1er décembre par Adama Barrow, n'est pas prêt à quitter. Il préconise même l'organisation de nouvelles élections. La position de Réumi sur la question gambienne. Alors de ce point de vue, je pense qu'on a un consensus. Gouvernement, opposition. Moi, ça fait partie des questions dont on dit que ça transcende le mandat de Macky Sall. Le Sénégal doit continuer à avoir des relations de bon voisinage avec la Gambie. Le Sénégal doit préserver la paix en Casamance. Et la paix en Casamance dépend en partie de la paix en Gambie. On nous a beaucoup raconté, nous, quand on était encore adolescents, vraiment le succès de l'opération Fodé Kaba quand le président Abdou Diouf est allé sauver le président Diawara à l'époque, mais on oublie de dire que dans l'opération il y avait 150 Sénégalais qui étaient morts. Aucun Sénégalais ne doit perdre la vie dans cette opération. Vous êtes contre une intervention militaire? Nous sommes contre une intervention militaire sur le principe. Maintenant, si le comportement de Jammeh impose, pas au Sénégal, mais à la CEDEAO d'avoir une intervention militaire, le Sénégal ne peut le faire que sous le couvert de l'institution qu'est la CEDEAO. Et pour vous, Yaya Jammeh doit partir? Il doit partir, il a perdu les élections. Merci, Abdourahmane Diouf, porte-parole de Réumi. Merci d'être revenu à l'émission Le Grand Jury, présenté avec un immense plaisir par Mahmoud Ibrakan. À la technique, Abdoulaye Diop. Encore une fois, bonne et heureuse année 2017. Merci. Nikahin